Bonjour à vous ODF Note, auditeurs ou simples curieux qui découvrent pour la première fois une vidéo d'ODF TV. Bienvenue dans cette nouvelle édition du JT OVNI en France, qui est l'actualité des différentes observations d'OVNI qu'il y a eu en France dernièrement. Cette édition est particulière, c'est un JT OVNI spécial été 2018. Je vous retrouve dans le département de l'Aude, dans un endroit intéressant, qui est le labyrinthe vert sur la commune de Nébias. Un endroit que je vous conseille de visiter. Et pour faire une bonne randonnée aussi. Dans cette édition spéciale du JT OVNI en France, je vais vous faire part de rééditions augmentées. Première partie, les informations importantes, avec différentes rubriques. Et ensuite, nous passerons au dossier de cette édition, qui est donc une réédition augmentée. Je vais vous faire part donc des observations d'OVNI dans le département du Val d'Oise, avec la réédition du reportage sur l'affaire d'Aravilliers, une affaire de rencontre rapprochée du 4e type, qui s'est déroulée le 10 janvier 1998. Le 13 septembre 2018, l'association CERO France organise une conférence à Paris. Un événement exceptionnel puisque le docteur David Jacobs vient en France pour la première fois. La conférence se déroulera à 20h. Le thème de la conférence, les abductions. Je laisse Ludovic Chapier présenter le docteur David Jacobs. Ce qui est intéressant avec David Jacobs, c'est qu'au départ, c'est quelqu'un qui était assez sceptique et il a une démarche assez rationnelle. Donc c'est un universitaire, donc quelqu'un de sérieux. Pour lui, le phénomène OVNI, c'est le phénomène des abductions, très clairement. Comme je le disais, le thème de la conférence porte sur les abductions et les hybridations extraterrestres. Le docteur David Jacobs fait partie des spécialistes mondiaux de la question ufologique pour avoir étudié les phénomènes liés aux abductions. Il parlera de ses travaux, de ses recherches sur les abductions, ainsi que sa découverte concernant des hybridations extraterrestres. Pour contacter le CERO France, cerofrance@hotmail.com. Pour plus de renseignements, contactez le site internet www.cero-france.com. Les liens seront affichés en dessous de cette vidéo. Il est vraiment conseillé de réserver car il y a un nombre de places limité, 120 places. Le lieu, Maison des Mines, 270 rue Saint-Jacques, Paris 5e. L'ufologie française est beaucoup trop conservatrice par rapport à cette question, donc il faut espérer que les choses bougent dans les années qui viennent. Il faut aussi que les gens en parlent, parce que si les gens ne témoignent pas, ça ne fait pas avancer les recherches. Ton expérience terrain, que ce soit les veillées ou les rencontres avec les témoins, sur un plan personnel, qu'est-ce qu'elle t'a apporté, voilà. Qu'est-ce que ça m'a apporté? Beaucoup de choses, bien entendu. Ouais, beaucoup de choses. Donc après, le fait de monter au col de Vence, de constater ces choses-là, de rencontrer des gens, c'est sûr que ça fait que renforcer ce qu'on pensait, finalement. Mais bon, mon seul petit regret, et c'est ce que j'avais dit une fois, c'est que pour moi personnellement, c'est j'en arrive à croire qu'on n'arrive plus à avancer dans le sujet. On sait qu'au col de Vence, pour moi, je sais qu'au col de Vence, on va dire comme ça, il y a effectivement quelque chose. On sait que c'est intelligent, on sait que c'est là. On n'est pas maître de ce truc-là, parce que si ça ne veut pas se montrer, ça ne se montrera jamais. Donc, voilà, oui, je sais que c'est là. Maintenant, j'en sais pas plus. J'ai aucune preuve. À part mon expérience, ce que je peux raconter. Après, les gens peuvent penser que je raconte n'importe quoi, que on peut raconter n'importe quoi, on peut tricher. Je vois pas vraiment le but de tout ça, mais voilà, le problème c'est que des vidéos, des photos, ça amène pas grand chose aujourd'hui, et on le sait très bien, on voit déjà par rapport à Internet. Mais pour moi, bon voilà, en vérité, il n'y a aucun problème, je suis très très content d'avoir vécu tout ça. Oui, il y a vraiment là-haut au col de Vence, c'est sûr et certain, oui, il y a quelque chose.
Il n'y a pas d'élus, il n'y a pas de trucs comme ça, il faut monter, on a la chance d'être là au bon moment, tant mieux. Je veux dire, c'est pas parce que voilà, ce sont telle personne qui monte qu'il va se passer quelque chose. Non, ça j'y crois pas trop, mais voilà. Pour ce qui est du phénomène OVNI, moi oui, il n'y a aucun problème. Là-haut, le col de Vence, c'est... Il y a quelque chose. Je vous partagerai l'interview d'Olivier S, alias Chasseur Céleste, sur les anciens chats des opérations sur ICAT, où il y avait aussi les soirées de l'ufologie d'ODH TV, les soirées en direct, qui étaient ensuite rediffusées sur le compte ODH TV Archives sur YouTube. Il va vous parler de sa chaîne YouTube Humo57. Ma vidéo, on pourra la trouver sur mes vidéos sur mon site YouTube, qui est Humo57, U2MO57. Donc la première que j'ai filmée, vous verrez, il fait encore un petit peu jour, c'était le 15 mars, de l'autre côté de ma ville, donc c'est à peu près à vol d'oiseau, on va dire 10 km à peu près, à proximité de Lorry-les-Messes. Donc j'observe une lumière très brillante au niveau des bois, d'un champ. Je la filme et sur la vidéo, vous verrez sur la gauche, donc au niveau du haut de la pente de Lorry-les-Messes, il y a une seconde lumière qui apparaît. Et ça ne peut pas être des phares de voiture puisque cette lumière monte. Et les voitures, on les voit, elles descendent entre deux villages, entre le village d'Amanvilliers et Lorry, elles descendent. Et là, on verrait les phares, mais là, ça monte. Donc pour moi, c'est soit un ovni, parce que j'ai déjà observé d'autres phénomènes lumineux exactement au même endroit, soit un engin agricole qui remontait. Mais j'ai pas de certitude. Donc ça, c'était pour le 15 mars. Donc il y a eu un trou, et donc le 1er avril, donc le dimanche, c'était un dimanche, je crois, le dimanche 1er avril, c'est pas un poisson d'avril, j'ai effectivement filmé sur 50 minutes un phénomène lumineux, plusieurs phénomènes lumineux, assez étonnants. Comme les autres années, c'est à peu près le même axe où je filmais des sphères, qui pour moi, on pourra toujours polémiquer, mais pour moi, ce ne sont pas des avions. Il peut y avoir des déchets, je l'entends bien. Et donc là, en faisant le zoom, et pour moi, c'est pas le zoom qui déforme, il y a des formes, on voit clairement des formes. Ce qu'il n'y avait pas les autres années, par contre. Toujours dans le même axe, sur 50 minutes. Et j'étais en compagnie de mon ami Jeff Nolan, qui est ex-responsable des repas ufologiques de Metz, qui était sur mon balcon et qui observait les phénomènes avec moi. Donc comme j'ai dit, mercredi et le fameux dimanche, le 1er avril, en fait, j'ai une petite lunette, avec un pauvre zoom, mais bon, c'est une lunette infrarouge, et je vois les clignotements des avions et d'autres choses. Donc c'est des clignotements, souvent en infrarouge, on voit blanc. Enfin, moi, je vois souvent des lumières blanches. Et donc, avant que je commence à filmer, mais pendant aussi, parce que Jeff a regardé aussi, pendant il est arrivé chez moi en cours d'observation, moi j'ai constaté des grappes de dizaines de petits points qui peuvent pas être des avions parce qu'ils ont des trajectoires complètement aléatoires. Un coup, ça va à droite, après ça repart à gauche, ils volent comme s'ils volaient à plusieurs. Mais c'est vraiment des grappes, quoi. Vous pouvez en avoir 7, 8, 10. Après, ils se baladent un petit peu partout. Et ils sont sur les couloirs de vol des avions. Parce qu'effectivement, j'ai vu des avions. Et je me dis que si moi, je vois ça en jumelle infrarouge, je me pose la question si les pilotes d'avion les voient ou ne les voient pas. Ça m'interroge. Je fais une estimation. Je sais que là, de toute façon, on a le ciel, on n'a pas trop de points de repère. Mais en distance, ce que j'ai en fait, c'est souvent, vous avez sur mes anciennes vidéos, enfin sur celle-là aussi, on la voit, la fameuse tour d'EDF, de l'usine EDF, qui se trouve près de l'autoroute A31 à la Max. Si on va sur Google, avec la règle, on la voit à 3,5 km à peu près. Ça doit être ça à peu près avec la règle. Donc ce que j'ai filmé le 1er avril, c'est beaucoup plus loin que la tour. C'est excentré par rapport à la tour sur la droite. Ouais. Disons, allez, on rajoute la moitié, ça ferait entre 6-7 km peut-être. Disons ça. Mais ça paraît très dur de dire des distances exactes. Voilà.
pour mon témoignage. Je remercie Olivier S. de la chaîne Humo57 d'avoir répondu à nos questions. Je tiens à préciser que cette interview avait été réalisée pour un JT OVNI en France de l'année 2012. Cependant, comme vous le savez, il y avait un compte ODH TV sur la plateforme de vidéo Watt TV. Cette plateforme ayant disparu il y a quelque temps, c'est pour ça qu'il y a des rééditions augmentées de ces vidéos diffusées sur ce compte-là. Je profite de cette rubrique pour remercier des amis, partenaires, youtubeurs, comme Pamela C de la chaîne Zone Anormale, mais également Jérémy de la chaîne Ufomaniac After Night, mais aussi Adrien de la chaîne The Bushcraft Spiritual. Mais je remercie également vous autres, abonnés, personnes qui laissaient des commentaires sous les vidéos, qui nous permettent d'avancer dans l'amélioration des vidéos et du contenu diffusé. En cas d'observation pendant une veillée, que faut-il faire pendant l'observation et après? Partir en courant. Non, je rigole. Qu'est-ce qu'il faut faire? Essayer au maximum pendant l'observation, qui semble être une observation étonnante, enfin qui ne s'explique pas facilement. Essayer d'avoir déjà, disons, dans la veillée elle-même, avoir un maximum de secteurs du ciel qui soient dans l'axe d'un appareil photo ou d'une vidéo, ou d'avoir un grand angle. Mais il faudrait que quand on est dans un endroit bien dégagé, par exemple à Auxerre-Branche, on ne voit pas derrière, faut passer de l'autre côté de l'immeuble de l'aérodrome pour avoir l'autre partie du ciel. Et encore, là, il y a la forêt, donc on ne voit pas grand-chose non plus. Mais quand on a, par exemple, un 360, une caméra 360, ça suffit. Bien sûr, mais tout le monde n'a pas de caméra 360, auquel cas, si on est assez nombreux, essayez chacun de couvrir un secteur du ciel. Et couvrir un maximum. Avoir même une caméra tournée vers le zénith, et puis avoir chacun, par exemple, prendre un point cardinal ou quelque chose comme ça. Voilà, donc là, on est déjà prêt à capter des choses. Voilà, alors on va tout capter peut-être. Hein, si c'est de la vidéo, si on a 4 caméras ou 5 caméras, on va capter les avions, on va capter les satellites, tas de trucs. C'est pour ça que Christian Borda, quand il venait, avec son matériel, c'était génial. Dès qu'il y avait un satellite, tac, il braquait sur un satellite, et on savait exactement lequel c'était, on pouvait le suivre. Même quand on ne le voyait plus à l'œil nu, lui, il pouvait continuer à le suivre. Voilà, donc ça c'est génial. Alors après, si tu tombes, si tu fais des veillées les mains dans les poches, hein, parce que ça, j'en ai connu, hein, des veillées les mains dans les poches. Si tu vois un phénomène que tu n'arrives pas à identifier et qui t'intrigue, essayez de contenir ton étonnement, ta frayeur, pourquoi pas, pour essayer de capter le maximum d'informations. Donc voilà, faut noter le maximum de choses. Tout de suite après. Il faut coucher tout sur le papier. C'est pour ça que Thierry Rocher, qui est toujours en train de noter, il note tout. Il met les heures, et quand il a une étoile filante, il note telle heure, étoile filante, d'où à où, enfin de nord-sud, voilà, un avion, des satellites, il note tout. Voilà. Et c'est vraiment essentiel. Voilà. Il faut tout noter. Alors, il vaut mieux avoir des traces, audio, vidéo, audio aussi, hein, c'est intéressant, même si tu n'as qu'un audio, tu as la réaction des gens en direct. Voilà. Oui, donc l'astuce du veilleur, c'est ça, c'est avoir à sa disposition toutes sortes de médias, enfin, je dirais toutes sortes d'appareils plutôt, du genre, donc, vidéo, appareil photo, ou du papier, ou un dictaphone, ou tout ce qu'on veut. Des choses qui te permettent de noter un certain nombre de données, et de les conserver, ou d'enregistrer un certain nombre de données. Ou les noter soi-même, ou les faire enregistrer par un appareil photo ou une caméra. Voilà. C'est ça. Il faut absolument tout noter, ne rien oublier. Peut-être même s'il y a plusieurs témoins, faire un dessin à chacun, séparément, hein, individuellement,
si possible pas dans la même pièce ou pas au même endroit, pas au même moment. Mais le plus vite possible, hein, dans les minutes qui suivent, mais essayer de faire en sorte d'isoler une personne et de lui dire dessine-moi ce qu'on a vu. Lui demander les paramètres, la couleur, tout, hein, si c'est des choses qui changent de couleur, des choses très colorées, voilà. De lui demander de noter immédiatement tout ce genre de paramètres. Voilà. Oui, ça c'est très important. UFO Cloud. Info partenaire, OVNI Paris. Le 4 septembre 2018, à 20h, se déroulera une conférence de Patrice Javel, conférencier et ufologue, autodidacte en sciences et mécanique des fluides. Le thème de la conférence portera sur la MHD et l'antigravité. Le lieu, 270 rue Saint-Jacques, Paris 5e, salle Nicole à la Maison des Mines. Entrée 10 €. La prochaine rencontre ufologique de l'association OVNI Languedoc se déroulera le vendredi 7 septembre 2018 à 19h. Le thème, l'ufologie sombre, danger. Une conférence présentée par Franck Morin, auteur. Ainsi, il vous fera découvrir les rencontres rapprochées du 6e type. Autant dire, blessures et morts causées directement ou indirectement par la présence d'un OVNI ou d'une entité. Ainsi, il vous parlera des mutilations de bétail, des disparitions de témoins et de l'ufologie dite conspirationniste. Le lieu, Cafétéria Flunch, Auchan, Pérol. Rendez-vous à 19h, dans la salle du haut. Pour contacter l'association, contact@ovni-languedoc.fr. Le 15 septembre 2018 se déroulera le 3e rendez-vous d'ODH TV dans Lyon. C'est un événement gratuit et extérieur. Rémi Fauchereau, ufologue et président de l'association de l'AEPA, Association d'études des phénomènes aériens, et reporter d'ODH TV pour ce département, avec les membres de l'AEPA et d'ODH TV, vous donne rendez-vous de 20h à 23h et plus pour vous parler des cas d'observation d'OVNI dans Lyon et en France. Une veillée d'observation du ciel sera également organisée à l'aérodrome d'Auxerre-Branche avec les membres de l'AEPA. Association d'études des phénomènes aériens. Le lieu du rendez-vous d'ODH TV, aérodrome d'Auxerre-Branche, 99 113 Branche. Pour plus de renseignements, contactez-nous à l'adresse suivante, equipe.odhtv@hotmail.com. Le mardi 18 septembre 2018, de 19h30 à 22h30, nouveau repas ufologique à Annecy. L'invité sera Elisabeth de Caligny, le thème « Rencontre rapprochée du 3e type, contrôle mental et aberration ». Elisabeth de Caligny, conférencière, conteuse, intervenante régulière sur les web radios et web TV, a un intérêt marqué pour les sujets mystérieux et aime partager les résultats de ses recherches avec les personnes qui souhaitent mettre la lumière sur les mystères de l'univers. Tarif 25 €. Le lieu, restaurant American Dinner, Annecy et Pagny, 69 route d'Épagny, 74 330 Silingy. Pour plus de renseignements, repas ufo annecy@gmail.com. La 9e journée de conférence de l'association OVNI Languedoc se déroulera le dimanche 23 septembre 2018, salle Yves Abric dans le centre de Pérol, 34 590 agglomération de Montpellier, à côté des arènes. Au programme, des conférenciers de talent comme Gilles Desbordet, auteur universitaire, Thibaut Canuti, titulaire d'une maîtrise d'histoire, diplômé de l'École nationale supérieure des sciences, de l'information et des bibliothèques et auteur. James, scientifique, Jocelyn F. Keller, spécialiste de l'inexpliqué, auteur, et Thierry Golin, enseignant-auteur, qui vous parleront d'objets volants non identifiés, mais aussi d'extraterrestres. Début des conférences à 10h. Venez nombreux. Pour plus de renseignements, contactez l'adresse suivante, contact@ovni-languedoc.fr. Informations à partager au plus grand nombre possible. Passons dès à présent à la 3e partie de cette édition, le dossier, qui est une réédition augmentée d'un épisode qui avait été diffusé sur le compte ODH TV sur la plateforme Web TV en janvier 2012. Cet épisode était consacré intégralement à l'affaire de rencontre rapprochée du 4e type, qui s'était déroulé donc sur la commune d'Aravilliers en janvier 1998, mais plus précisément au lieu dit Le Ruel. Donc je vais vous faire part, dans cette réédition augmentée, des observations d'OVNI dans le département du Val d'Oise.
Pour ce dossier de DHTV, réédition augmentée, je vais donc vous faire part tout d'abord des observations d'OVNI qu'il y a eu dans le département du Val d'Oise. Nous allons voir s'il y a plus de lumière nocturne, de disques diurnes, de rencontres rapprochées du premier type, du deuxième type, du troisième type ou du quatrième type. Mais commençons tout d'abord par la carte des observations. Le phénomène OVNI dans le département du Val d'Oise est essentiellement constitué, comme dans d'autres départements en France, comme nous l'avions vu, de rencontres rapprochées du premier type, de LN et de DD. Les LN sont des lumières nocturnes, c'est-à-dire observation d'un objet ou d'un phénomène à plus de 150 mètres de distance nocturne. Disque diurne, observation d'un objet à plus de 150 mètres ou d'un phénomène mais diurne, c'est-à-dire 2 jours. Il y a des rencontres rapprochées du premier type, c'est-à-dire observation d'un objet à moins de 150 mètres des témoins, en blanc sur la carte. Des rencontres rapprochées du troisième type, c'est-à-dire observation d'un objet au sol ou non avec la présence d'une ou de plusieurs entités, en vert sur la carte. Et une rencontre rapprochée du quatrième type, c'est-à-dire abduction, missing time, en rouge sur la carte, qui est l'affaire qui s'est déroulée sur la commune d'Aravilliers, au lieu dit Le Ruel. Le 15 juin 1952, sur la commune d'Aubonne, il est 17h20. 2 personnes ont déclaré au commissariat d'Hermont avoir observé un engin sphérique dans le ciel qui se déplaçait très rapidement. Source: OVNI, premier dossier complet de Michel Figuet. Dans ce cas-là, c'est un disque diurne, puisque c'est une observation de jour. Le 12 janvier 1974, sur la commune de Pontoise, il est 8h10 du matin. Un témoin observe une forme vaporeuse jaune pâle possédant sur le dessous 2 ellipses lumineuses. Le phénomène représente une taille de 4 à 5 mm à bout de bras. Source: guide du chasseur de phénomènes OVNI. Le 15 décembre 1975, sur la commune d'Hermont, il est 5h30 du matin. Le témoin rentre chez lui quand une lumière blanche venant du ciel l'aveugle. Il observe alors une forme ovale entourée d'un rayon lumineux, puis en aperçoit une autre, un peu plus loin. Totalement affolé, le témoin s'enfuit. Source: Lumière dans la nuit, numéro 152. Le 28 janvier 1994, sur la commune de Taverny, il est 13h12. Les radars repèrent des intrus dans le ciel à proximité du PC nucléaire français, base aérienne. Source: le site RR0. Le 23 octobre 1996, sur la commune de Chérence, il est 19h45. Observation pendant 4 minutes d'une boule lumineuse statique. Pas plus d'informations à ce sujet. Source: le site RR0. Le 7 juillet 2004, sur la commune de Lafrette-sur-Seine, il est 4h05 du matin. Le temps, nuages éparses. Le témoin vient de rentrer chez lui car il a travaillé fort tard. Il se trouve sur la terrasse et fume une cigarette avant d'aller se coucher. Soudain, sur sa gauche, un puissant flash attire son regard. 3 feux verts intenses, formant un triangle à base très large, émergent d'un nuage. Il s'agit en fait de 3 objets identiques, aux formes étranges. Le fond est plat, rectangulaire, aux angles arrondis dessus, bombé avec une nervure sur les bords, de chaque flanc, par de courtes ailes recourbées vers le haut, surmontées chacune d'une énorme sphère. Leur trajectoire est régulière. La formation passe au-dessus du témoin, l'ensemble est assez énorme. Le témoin lève la main et cette dernière cache tout juste les objets. Le paysage est éclairé en vert. Chaque objet est entouré d'un halo vert fluo, dessinant les contours. La taille de chaque objet est évaluée à celle de 3 avions cargo. L'ensemble passe et disparaît dans un nuage qui l'éclaire par le dessous. Source: Lumière dans la nuit, numéro 377. Le 10 janvier 2009, dans le 95, observation d'un flash lumineux. Comme vous avez pu le remarquer, il y a pas mal d'observations de type LN et RR1, c'est-à-dire lumière nocturne et rencontre rapprochée du premier type. Passons dès à présent à une affaire fortement connue, qui est l'affaire d'Aravilliers. On dit que c'est l'affaire d'Aravilliers, parce qu'elle s'est déroulée sur la commune d'Aravilliers. Mais le lieu exact est le lieu dit Le Ruel, avec les interventions donc de Gérard Deforges, enquêteur principal de l'affaire d'Aravilliers, ou du Ruel du 10 janvier 1998.
Donc, avec des archives d'ODH-TV datant de juillet 2011 et de novembre 2017 pour Gérard Deforge, avec l'intervention également d'Éric Zurcher, spécialiste des rencontres rapprochées du troisième type en France, mais également Rémi Fauchereau, ufologue et président de l'Association d'études des phénomènes aériens. C'est une affaire tellement compliquée, tellement bizarre, et alors en plus qui a impliqué non pas une personne, mais au moins 5 personnes. Dans cette affaire, il y a eu donc 5 à 6 témoins. Ils ont été identifiés par l'enquêteur comme étant Monsieur D et Monsieur K. Pourquoi? Pour respecter l'anonymat des témoins. Nos amis arrivent au Ruel. Et là, ils vont commencer par voir une énorme lueur au-dessus de l'horizon. Et ils vont se poser des questions. Là, tout devant, mais qu'est-ce que c'est que ce feu d'artifice? Il y a une fête aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Ils continuent leur progression, et tout à coup, à ce niveau, oh là là! Regardez bien ce qui va suivre. J'ai filmé l'intégralité de la rue à cet instant, au début du village, et qui mène au parking des chasseurs, avec un petit arrêt technique au milieu. Les 5 personnes ne se souviendront absolument pas de ce parcours de près de 2 km dans leur voiture. Ils perdent conscience au niveau de la vision de cet objet extraordinaire. Ils ne retrouveront leur conscience que sur le parking des chasseurs, comme s'ils s'étaient rematérialisés les uns par rapport aux autres, y compris au niveau de leur véhicule. C'est ouvert, c'est pour ça qu'on entend le bruit. C'est bon. Regardez bien maintenant ce parcours effectué complètement en aveugle par ces 5 personnes, dans un état d'inconscience totale. C'est incroyable, mais avec le grand Jacques Vallée, qui a co-auditionné les protagonistes de cette équipée, nous avons authentifié la relation de ces témoins. Monsieur D, et j'ai pu obtenir beaucoup de choses, 15 heures d'audition. Le principal témoin, Monsieur D, Oui. le militaire, alors c'était pas n'importe quel militaire, enfin il avait une accréditation défense, une accréditation secret défense, disons que c'est un de ceux qui a été visé dans cette affaire, il a été responsable de la mise en place de toutes les installations de sécurité à la base de commandement nucléaire de Taverny. Donc c'est pas n'importe qui. Il était en retraite depuis 1 ou 2 ans. Et il ne s'était jamais intéressé aux ovnis. C'est un militaire vraiment pur et dur. Ça c'est le plan du parking des chasseurs, qui a été fait par mon ami Jean-Claude Venturini. Que, vous savez, on s'appelle entre nous les 3 mousquetaires. On est toujours ensemble. On s'aide, parce que Jean-Claude Venturini a été ingénieur statisticien chez Nielsen, et c'est un matheux, c'est un physicien de très haut niveau, et c'est un type d'une gentillesse, et vraiment, on s'entend très très bien. Et
il m'aide, il m'a beaucoup aidé dans mes enquêtes. De toute façon, c'est bien de travailler à plusieurs sur certaines enquêtes. Il n'y a pas d'ego dans notre façon de faire. On n'est pas là pour se valoriser, on est là pour faire des reportages qui sont corrects. C'est marrant, là aussi il y a un calvaire. Donc ça, c'est l'objet initial. Et vu que c'est ce que voit Monsieur D, il représente sa voiture, sa Peugeot, et c'est vraiment quelque chose qui est juste au-dessus des arbres. Pour lui, ça fait 40 à 50 mètres de diamètre, hein, l'objet. Il faut voir les mots qu'il emploie pour décrire ça. Il dit, c'était au parking. Je sentais qu'il y avait une force là-dedans, quelque chose de contenu prodigieux. Faut voir ses yeux quand il explique ça. Alors voilà, ça c'est, il me le dira plus tard, ça. Ça c'est toutes les mesures qu'il a données. Moi je n'ai fait que copier ce qu'il m'a dit. Et ça c'est le rayon lumineux qui va venir lentement vers sa voiture. Et c'est là qu'il perd totalement conscience. C'est là probablement qu'il va y avoir une abduction. Parce que c'est pas le premier témoin. C'est vrai qu'on le voit beaucoup aux États-Unis, mais ça c'est un cas presque unique en France au niveau de la qualité de cette description. Il va se sentir, je dirais, aspiré dans ce rayon lumineux. Et alors il va noter ici, vous voyez, j'ai fait des petits grisés tout autour là, parce qu'il dit c'est comme si c'était brûlé. Ça a une impression comme la sortie d'un pot d'échappement, en quelque sorte, un peu abîmé, un peu brûlé au niveau des trous. Trou d'1,50 m, couleur gris-blanc, comme une matière ayant fortement chauffé. Donc c'est ce que j'ai essayé de représenter autour. Trappe de 6 mètres de diamètre, lumière jaune très pâle et diffuse dans le trou, là, ici. Pinceau de lumière blanche mobile d'environ 1 mètre de diamètre, se dirigeant vers la voiture de Monsieur D. 1,50 m à peu près, le dôme ici, là. Les arêtes ici. 6 ou 7 panneaux de 5 mètres environ, ayant à peu près cette allure. Il se sent aspiré, à un moment donné, il a la conscience qu'il va pénétrer dans cette espèce d'ouverture, et puis il est dans un état modifié de conscience, mais dans lequel il y a des petits flashs qui reviennent comme ça, quand il a repris sa conscience. Mais ça reviendra plus tard, ça. On peut dire que c'est l'une des plus grandes affaires françaises d'abduction. Peut-être qu'il y en a eu d'autres, mais hélas, comme vous le savez très bien, quand c'est des récits d'abduction, les gens préfèrent se taire que de parler. Ils ont parcouru à un moment 1,2 km, mais sans s'en rendre compte. Une sorte de missing time. Dans ce cas bien précis, une personne qui attendait sur ce parking ses amis a vu l'engin venir au-dessus de lui, projeter des sortes de rayons sur la voiture semblait éclairée. Donc ça nous sommes sur le parking des chasseurs, il y a la Mercedes de Monsieur K, il attend ses amis, il fait encore nuit, d'un seul coup il entend un espèce de bzzz. Il voit ces espèces de gouttes de lumière qui va définir comme des espèces de plaques très bien délimitées, plusieurs couleurs, qui se posent comme ça sur sa voiture, clac, 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 et puis tout autour. Et puis il a une toiture transparente sur sa Mercedes. Il regarde et il voit cette espèce de masse noire qui avance au pas comme ça, qui lui cache les étoiles. C'est comme ça qu'il arrive à délimiter la forme. Et il voit des espèces de rayons lumineux qui pendouillent comme ça, qui vont vers lui doucement. Alors une lumière qu'on ne sait pas fabriquer, nous, hein. On ne sait pas fabriquer des pastilles de lumière comme ça. Cet objet avance, puis d'un seul coup, il le voit basculer comme ça, comme un rideau noir. Et là, il tombe dans l'inconscience. Reprendra sa conscience qu'au moment où arrivent les autres avec leur voiture, ou descendent même, ah bonjour, comment ça va, etc., comme si rien ne s'était passé. Donc voilà, je vous ai fait part de l'observation d'Aravilliers avec l'intervention de Gérard Deforges, Éric Zurcher et Rémi Fauchereau. Je vous rappelle que Gérard Deforges est l'enquêteur principal de cette affaire très particulière où on pourrait se poser énormément de questions et faire énormément de commentaires aussi. Déjà, c'est une observation à témoignages multiples, enfin témoins multiples. Il y a les chasseurs, mais il y a aussi les habitants du lieu-dit Le Ruel qui, dit-on, ont été très affectés ce jour-là par le phénomène. Vous devinez qu'il n'y a pas que
au niveau du parking qu'il s'est passé des choses. Tout un village qui s'est retrouvé avec des... qui s'est retrouvé, disons, concerné par le phénomène, puisqu'ils sont tous levés en retard de plusieurs heures. Je t'avais demandé par rapport à la petite fille et son robot. Alors, ça c'est très intéressant. Tu as raison d'en parler, parce que je peux te donner des nouvelles. Parce que maintenant elle doit être assez grande. Il n'y a pas si longtemps que ça. J'ai voulu... J'ai repris contact avec ce grand témoin, puisque c'est un phénomène bizarre. Ce qui lui est arrivé, lui, cette histoire d'Aravilliers, ça correspond au jour et à l'heure de son anniversaire. Bon. Et sa fille, qui avait à l'époque 2-3 ans, donc, elle a vu, elle n'a pas vu, je veux dire, on n'a pas réussi à identifier ce qu'elle a vu, mais ce qu'on sait, c'est que jusque-là, elle était calme, tranquille, et qu'il a fallu 3 mois après d'intervention médicale pour la calmer. Elle passait des nuits épouvantables, elle criait, elle pleurait, etc. À partir de ce moment-là. Alors sa fille, elle m'a dit, et je l'ai vu, que de temps en temps, sa chambre s'illuminait, qu'il y avait comme une présence, et qu'il ne se passe rien de particulier, mais elle ressent qu'il y a quelque chose qui interfère avec sa propre vie. Voilà. Qu'elle n'arrive pas à identifier. Alors ça, les parents me l'ont dit, elle me l'a dit. Donc, pas plus que ça, mais c'est déjà pas mal. Déjà, revenons à l'OVNI observé, ou au phénomène. Ne trouvez-vous pas bizarre que cet OVNI, dessiné par le témoin, Monsieur D, dans la revue Lumière dans la nuit, numéro 352, ne trouvez-vous pas bizarre que cet OVNI, finalement, est quand même unique à cette observation? Il n'a pas été vu ailleurs, je veux dire. Ne trouvez-vous pas bizarre aussi ces espèces de panneaux lumineux, de couleur jaune, verte, rouge et une lumière blanche aussi, juste devant l'OVNI, ou le phénomène vu? Je cite l'interview d'Éric Zurcher qui avait été réalisée sur le compte ODSTV2 il y a quelque temps en arrière, où il parlait de l'effet vitrine. Pourquoi tu fais voir au témoin une certaine scène, en plus produite avec un substrat qui est issu de sa propre culture, mais avec une dimension quand même étrange et spatiale et extraterrestre. Monsieur D était un homme extrêmement précis dans ses descriptions. Il m'a dit, ouais, c'est des panneaux de 7 mètres sur 3, le panneau octogonal en dessous avait telle dimension. Est-ce que ces panneaux, est-ce qu'il y a un support derrière? Monsieur D ne sait pas le dire. Il se souvient simplement de ces lumières, on ne va pas inventer. Alors attention, ces dessins, c'est lui qui les a faits. On pourrait parler, dans ce cas, d'effet vitrine. Il y a mise en scène de phénomènes lumineux pour capter l'attention du et des témoins. Là, on pourrait se poser, et je pense que vous vous posez beaucoup de questions à ce sujet. Ensuite, revenons sur les entités décrites par le témoin, Monsieur D. Il y a déjà ces petits robots, appelés par Gérard Deforge le Homme, H-E-A-U-M-E. Quand on regarde ces entités, elles ne rentrent pas forcément dans le catalogue ou la description classique d'une entité au cours d'une rencontre rapprochée du 4e type. Bon, c'est sûr qu'il n'y a pas forcément de profilage ou de portrait type des entités au cours de RR4. Alors ça, il a aussi un flash où il se rappelle qu'il était étendu sur une table probablement, et puis il y avait un espèce de home, c'est lui qui a fait la représentation, hein, c'est lui-même, qui se penchait vers lui, et il entendait une voix gutturale lui dire « Tobo, Tobo ». Il raconte, alors je vais expliquer après, il raconte que ça fait comme des dents avec une
scissure comme ça entre les dents. Il n'y a pas de mouvement. Pour lui, c'est un appareil, c'est un robot qui module des sons, mais il n'y a pas de... c'est pas une voix, c'est complètement synthétisé. D'abord, il y a une odeur extraordinaire, une odeur qu'il appellera l'odeur d'OVNI plus tard. Il y a un sentiment d'inhumanité extraordinaire. Ensuite, il y a ces espèces d'autres êtres observés qu'il a été identifié comme les chefs, je cite, dans l'enquête des gendarmes de l'espace. Ces chefs, quand on regarde le dessin d'origine, c'est appelé les grands nez ou les grands becs. Il avait identifié cela à des sortes de gallinacés géants. Ça peut faire rire, certes, mais je prends juste les faits, c'est-à-dire le témoignage. Dans ce cas-là, on pourrait se poser de nombreuses questions, et je vais en poser une maintenant à Gérard Deforge. Ces chasseurs, ils étaient allés chasser quoi? Ma question en 2012, c'était parce qu'ils étaient pas... C'était une partie de chasse à ce moment-là. Oui. Ils étaient allés chasser quoi? Ah. Des gallinacés? Ça, c'est une bonne question. Je ne sais. Par contre, il y a des sociétés de chasse. Ouais, dans le secteur. On peut se renseigner pour savoir quel genre. Mais ça, il suffit même de voir avec la mairie, de prendre contact avec une société de chasse pour demander quelle sorte de gibier les chasseurs. Le cas d'Aravier est donc une rencontre rapprochée du 4e type. Mais on pourrait se demander si ce n'est pas aussi une rencontre rapprochée du 6e type, c'est-à-dire blessure ou mort causée directement ou indirectement par la présence d'entités ou d'ovnis. Mais Gérard Deforge va vous en parler à présent. Sans compter l'autre qui, je ne l'ai pas mis dans mon rapport, ça, le garde champêtre, je crois, qui se trouve au milieu du parking, enfin des chasseurs, puis qui a une crise cardiaque et qui meurt dans les minutes qui viennent. Il y a eu un autre décès aussi. Je veux dire, il y a l'autre, et puis celui qui avait des problèmes psy, qui a dû être interné depuis. Ouais, aussi, ouais. Je veux dire, c'est pas n'importe quoi. Après, d'un point de vue non des lieux, le secteur du Ruel, lorsque vous regardez la carte IGN, vous pouvez vous rendre compte que le lieu dit, là où se trouvait Monsieur K, qui attendait donc ses amis chasseurs dans sa voiture, ça s'appelle la Cacheuse. Curieux quand on sait ce qui s'est passé sur ce parking. Plus loin, il y a un lieu-dit qui s'appelle la Marocoque. Et plus à l'ouest, il y a un autre lieu-dit qui s'appelle la Machine. Peut-être que cela n'a rien à voir avec ce qui s'est passé à Aravier, et que ce sont des petites anecdotes. Mais, comme je vous l'ai fait partager dernièrement dans un épisode OVNI et lieu, des fois on pourrait se poser quelques petites questions. Mais c'est pas toujours facile de rester neutre. C'est pas toujours facile de rester neutre. Il faut faire très attention. Avant de vous laisser, je tiens à préciser, une fois de plus, que c'était une présentation du cas de l'affaire d'Aravier. Bien sûr, il y a d'autres vidéos disponibles sur Internet, d'autres documents, d'autres PDF plus complets sur cette affaire. D'ailleurs, vous retrouverez tous les liens en dessous de cette vidéo. Cliquez sur plus et vous aurez donc tous les liens. Concernant l'affaire d'Aravier, il y a eu, par la suite, de nombreuses théories et interprétations des différentes personnes qui se sont intéressées à l'affaire. Par rapport aux entités observées, que ce soit les petits robots ou, entre guillemets, les chefs, c'est-à-dire les gallinacés. Je tiens à mentionner également que pour cette vidéo, OVNI dans le Val d'Oise et l'affaire d'Aravier, on s'est intéressé essentiellement aux faits, c'est-à-dire aux témoignages. Il y a de nombreux chercheurs et enquêteurs qui se sont penchés et intéressés sur l'affaire d'Aravier, dont Franck Marie, Jacques Vallée, mais également donc Gérard Deforge, l'enquêteur principal, qui a publié dans la revue Lumière dans la nuit, numéro 352. Le dessin que vous voyez juste là, c'est le dessin effectué par le témoin, Monsieur D. Vous avez aussi, de l'autre côté de la revue, juste ici, un petit peu plus grand. Vous pouvez retrouver également l'affaire d'Aravier dans cet ouvrage, OVNI en France, les enquêtes de Georges Mess, mais également de Jean-Claude Venturini et Gérard Deforge.
Je tiens à signaler que dans ce livre, vous avez également d'autres cas d'observation d'OVNI dans le département du Val d'Oise qui sont assez particulières de par leur forme et le fait que ces ovnis ne sont pas vus ailleurs en France aussi. Je tiens à mentionner aussi qu'il y a eu un livre qui est paru cette année, écrit par Jocelyn F. Keller, qui s'intitule « Affaires étranges ». Je tiens à remercier les intervenants, Gérard Deforge, Éric Zurcher et Rémi Fauchereau, mais également Daniel, qui a fait le caméraman au cours de cette veillée au lieu-dit Le Ruel en juillet 2011. Et on a eu d'ailleurs une sympathique veillée d'observation du ciel. Voilà, c'est la fin du JT OVNI en France, édition du mois d'août 2018. J'en profite une fois de plus pour vous remercier, vous autres, partenaires, ODH Note, auditeurs ou simples curieux qui découvrent pour la première fois une vidéo d'ODH TV. Car c'est grâce à vous qu'ODH TV existe depuis 12 ans et continuera d'exister aussi longtemps que vous le voudrez. Donc une édition assez particulière puisque je vous ai fait part d'un dossier d'ODH TV qui avait été diffusé en janvier 2012, mais également l'interview d'Olivier S, alias Chasseur Céleste. Il y aura certainement à l'avenir d'autres réouvertures de dossiers d'ODH TV, c'est-à-dire des anciennes vidéos qui seront en réédition augmentée. Je vous donne rendez-vous dans un mois pour la prochaine édition du JT OVNI en France, mais également le 13 septembre à Paris pour la conférence de David Jacobs. Et je tiens à signaler qu'il y a quelques années en arrière, il y avait un livre qui avait été publié par Les Dossiers étranges, Jimmy Gueux présente les kidnappeurs d'un autre monde, écrit par David Jacobs, que vous pouvez trouver d'occasion. Soyez très vigilants, n'oubliez pas votre appareil photo muni d'une bonnette à réseau, la station météo, et à très bientôt sur les chemins ufologiques en France sur ODH TV. Au revoir.